I think in a world which is disintegrating and which is polarizing, you need a clue and you need a mechanism for interaction, you need a mechanism for dialogue. Davos is unique in terms of its multi-stakeholder approach. So big issues in the world cannot be solved by governments alone or by business alone. The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. It has laid bare the fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion, and equality. Now is the historical moment, the time, not only to fight the virus, but to shape the system for the need for the post-corona era. We have a choice to remain passive, which would lead to the amplification of many of the trends we see today. Polarization, nationalism, racism, and ultimately increased social unrest and conflicts. But we have another choice. We can build a new social contract, particularly integrating the next generation. We can change our behavior to be in harmony with nature again. And we can make sure that the technologies of the fourth industrial revolution are best utilized to provide us with better lives. In short, we need a great reset. Cela peut sembler absurde, mais le Covid-19 pourrait donner l'occasion à la communauté internationale d'avoir une deuxième chance d'agir dans le bon sens. La pandémie a brutalement mis en évidence l'injustice mondiale, l'aggravation de l'écart de richesse, l'inégalité d'accès aux soins de santé, la précarité de l'emploi et l'accentuation de la crise climatique. Elle a aussi fait tomber le masque de dirigeants qui travaillent pour eux-mêmes plutôt que pour leurs citoyens. Mais elle a également montré de manière inédite que le monde peut agir de manière coordonnée et rapide pour le bien commun. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, estime qu'une réinitialisation des systèmes internationaux est possible. Il a publié un livre à ce sujet. Il est en liaison avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Quand vous regardez l'état du monde actuellement, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Le mot réinitialisation me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le virus. Mais nous pouvons être plutôt optimistes après ce que nous avons vu avec l'annonce des vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter de cette occasion, à l'image de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents après la Seconde Guerre mondiale, pour réfléchir réellement à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que nous pourrions faire de mieux. Quelle est votre priorité en déclenchant, si vous le pouvez, cette réinitialisation ? Je pense qu'il y a 3 dimensions, 3 priorités. La première, c'est de rendre le monde plus résistant parce que nous devrons certainement faire face à d'autres surprises, à des situations difficilement prévisibles que les commentateurs appellent des signes noirs, et peut-être à différents types de virus. La deuxième priorité, c'est que nous devons rendre le monde plus inclusif, plus juste, parce que nous avons vu que nous avons atteint un nombre insoutenable de personnes qui se sont senties exclues. Enfin, il faut que notre monde devienne plus vert. Nous devons mettre toute notre énergie dans la décarbonisation pour éviter qu'à l'avenir, nous ayons une catastrophe majeure dont nous avons les premiers signes aujourd'hui. Oui, malheureusement. Professeur, nous allons revenir sur certains points que vous avez soulevés, mais d'abord j'aimerais parler du mécanisme COVAX. Parce qu'à certains égards, quand on voit ce voile sombre que le Covid-19 a jeté sur le monde, ce mécanisme est une lueur d'espoir.
parce qu'il a montré comment les nations les plus riches peuvent s'occuper de celles qui sont confrontées à plus de difficultés. Dans quelle mesure l'expérience de COVAX, qui vise à donner aux nations les plus pauvres un accès à la vaccination, influence-t-elle votre vision d'une société plus inclusive ? C'est une lueur d'espoir, car cela confirme l'efficacité qui peut être atteinte quand nous avons les bons partenaires pour travailler ensemble. C'est une approche systémique. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes dans le monde en adoptant des approches simples. Et COVAX intègre à cette démarche sur les vaccins, les traitements, les tests et les bonnes stratégies en matière de politique de santé. Donc, ce qu'il nous faut au niveau mondial à l'avenir, c'est une approche beaucoup plus systémique, parce que nous savons que tout est interdépendant. Tout est relié, non seulement à l'échelle de la planète, mais si vous prenez les questions sociales, économiques, politiques, elles sont toutes interconnectées. Nous avons donc besoin d'une approche systémique. Professeur, s'il nous faut cette approche systémique, nous avons quand même un petit problème au sujet du COVAX, justement. Alors que l'Union européenne a rapidement soutenu cette initiative, il y a des acteurs comme les États-Unis, la Russie, qui n'en font pas partie. Il est possible que les États-Unis nous rejoignent à l'avenir. Je pense que COVAX est aussi une étape très importante pour nous assurer que le fossé entre les pays développés et les pays émergents, les pays les moins développés, ne se creuse pas. Nous avons vu combien le coût porté par le virus à ces pays est grave et préjudiciable. Et avec COVAX, nous veillons à ce que ces populations puissent elles aussi bénéficier de ce programme, y compris évidemment au niveau européen et avec une coopération bien meilleure par rapport à ce que nous avons vu dans le passé. Nous nous assurons qu'il n'y ait pas une injustice plus grande dans la distribution de tous ces remèdes dont nous avons besoin pour lutter contre ce virus. Vous êtes un ardent défenseur du multilatéralisme, d'une société multipartite. Avec le départ de Donald Trump, dont nous venons de parler, pensez-vous que cela donne aujourd'hui un nouvel élan au système multilatéral ? Allons-nous retourner au multilatéralisme traditionnel ou la communauté internationale a-t-elle pris une nouvelle voie ? Je pense que là aussi, nous devons réinitialiser le système. Nous ne pouvons pas revenir au multilatéralisme que nous avons établi après la Seconde Guerre mondiale. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme du système international. Il suffit de penser à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous devons intégrer de nouvelles dimensions du commerce mondial. Par exemple, tout ce qui a trait au commerce électronique, etc. Donc il est clair que le multilatéralisme sera encouragé par l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Et j'ai bon espoir que nous puissions maintenant créer les systèmes dont nous avons besoin pour le XXIe siècle. C'était un plaisir de vous parler. Professeur Schwab, merci beaucoup. What concerns me is that a significant minority of drugs that have been approved by FDA have been approved over the FDA's own medical reviewers' objections on safety grounds. And the FDA's whole system of drug review is bogus. It's designed to protect and advance the interests of the drug industry. A lot of people don't realize this, but FDA never tests the drugs it approves. FDA does no independent testing at all. It relies entirely on the testing done by the drug advocate, the proponent of the drug application that has a self-interest and a conflict of interest. That party is looked to for all of the drug testing. They do their own testing. There have been multiple instances of corruption in this process where false information or negative information
has been kept away from the FDA so that the FDA will approve a drug. In fact, Sanofi-Aventis, with its drug Ketec, relied principally on a clinical trial that FDA's medical reviewers, who are sharp on the case, discovered didn't even happen. They said that a clinical trial that they presented that provided support for the claims for Ketec, which is a super antibiotic, was a principal justification for the application. The medical reviewers looked at it and found it never happened. They made it up. And there were FBI investigations and prosecutions. But what did the FDA do? The medical reviewers said to the commissioner, gee, they relied on a fraud for this application. We should deny it. But the FDA commissioner granted it. He put Ketec into the market. And many of the indications for Ketec came out of the clinical trial that was bogus. So you see, it's that degree of influence and corruption that makes it impossible for the American people to be protected. Il a divisé la capitale allemande pendant 28 ans. Le mur de Berlin, construit dans la nuit du 12 au 13 août 1961, c'était donc il y a 60 ans. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques bribes dispersées dans la capitale allemande. Des commémorations ont eu lieu ce matin à Berlin en présence notamment du président. On l'écoute. Lorsque nous célébrons la chute du mur de Berlin le 9 novembre, ce printemps au milieu d'un automne froid, nous devons aussi commémorer le 13 août, le début d'une ère glaciaire au milieu de l'été. Oh, c'est un tronc.